l'étude passionnante de la biologie nous plonge aujourd'hui dans les mystères complexes qui régissent la vie elle-même. Cependant, au-delà des intrications moléculaires et cellulaires, une nouvelle frontière s'ouvre, reliant la biologie à la physique quantique. L'épigénétique, discipline émergente au carrefour de la biologie moléculaire et de la génétique, offre un regard fascinant sur la manière dont notre environnement peut influencer l'expression génétique. De manière surprenante, les principes de la physique quantique, qui gouvernent le comportement des particules subatomiques, trouvent des échos dans les mécanismes complexes régissant notre matériel génétique. Cette convergence entre la biologie et la physique quantique révèle des perspectives révolutionnaires sur la compréhension de la vie et du temps, ouvrant la voie à des questionnements profonds sur la nature même de notre existence et de notre héritage biologique. Dans cette exploration, nous plongerons dans les liens intrigants entre la biologie, l'épigénétique et la physique quantique. Si l'environnement modifie nos gènes à travers le filtre de notre psychisme, notre conscience a donc la capacité aussi de modifier notre construction génétique. Nous pouvons donc agir directement sur notre corps, modifier notre programme génétique et donc modifier notre environnement extérieur par un mécanisme d'induction énergétique. Changer en nous change notre monde et donc notre réalité. Bonjour, voici un épisode consacré à la troisième et la dernière clé de la thérapie d'analyse quantique. Je parle de l'épigénétique. Alors nous l'avons vu dans l'épisode précédent, dédié aux neurosciences, nous avons la capacité de modifier notre production hormonale grâce à la méditation. Ce qui nous amène à un état de conscience modifié et surtout qui nous ouvre les portes de l'inconscient neutre afin de nous projeter dans le champ unifié et y programmer notre nouvelle réalité. Alors dans ce champ unifié, nous pouvons modifier les séquences quantiques auxquelles notre programme est connecté. Lors de la séance, vous êtes allongé, ici, en pleine méditation, et vous voyagez dans un espace vide, dans un état de conscience modifié. Mais votre corps, lui, est ici, devant moi. Pendant que vous êtes en train de modifier les séquences quantiques, votre corps physique, auquel vous êtes connecté, vous fournit l'énergie nécessaire à travers le système nerveux. Vous êtes en fait à deux endroits différents et surtout dans deux états différents. Ce programme doit pouvoir ensuite, bien évidemment, être en contact avec le monde subtil, la matière, avec notre corps, avec notre environnement, notre temps, notre espace. Il doit pouvoir se matérialiser dans une nouvelle réalité. Car notre vie existe à travers notre corps physique, bien entendu, à travers nos sens et surtout notre conscience. C'est en fait comme si vous alliez chez un réparateur informatique pour mettre à jour votre ordinateur. Afin de jouer le soir sur votre écran, vous devez bien évidemment ramener l'ordinateur à la maison. Le programme a été modifié à un endroit et l'ordinateur transporte ce programme modifié à un autre endroit afin d'être utilisé dans un environnement qui est le vôtre. Ou un autre exemple, c'est comme si vous alliez modifier des scènes d'un film qui est gravé sur un DVD. Vous modifiez les séquences d'informations numériques, mais cela n'a d'effet que lorsque vous placez le DVD dans un lecteur et surtout que vous appuyez sur la touche lecture afin de jouer le film sur votre écran. Eh bien, concernant la thérapie, vous comprenez qu'il reste une étape importante qui est celle de transférer le programme
à notre monde matériel et pouvoir l'activer dans notre environnement. Eh bien, notre système biologique dispose très exactement de cette capacité. L'épigénétique, en lien avec la psychologie, se réfère à l'étude des modifications de l'activité génétique qui ne sont pas dues à des altérations de toute la séquence d'ADN, mais plutôt à des influences environnementales et de diverses expériences de la vie. En d'autres termes, l'épigénétique explore comment l'environnement et les expériences de vie vécues au travers de notre psychisme peuvent affecter la manière dont les gènes s'expriment sans modifier la séquence génétique elle-même. Il est important de comprendre que nos gènes influencent à leur tour notre comportement, notre santé, notre équilibre psychique et à nouveau notre environnement. Carl Gustav Jung nous parle de l'inconscient collectif, où chaque individu est connecté à une base inconsciente de l'humanité. Mais chacun de ces individus participe à la construction de cet inconscient collectif, comme une base de données infinie remise à jour chaque seconde. Les archétypes qui fondent cet inconscient collectif, dont parle Jung, sont des expressions de différentes sections du programme source partagé par l'humanité. Ce programme source, enregistré dans le champ unifié, est donc décodé par notre système biologique, puis il est développé comme une photo, créant des influences psychiques et environnementales à travers le temps, puis encodé à nouveau dans le même principe par notre biologie, dans une nouvelle version, une version modifiée, afin d'être réinjecté dans le programme source. Vous comprenez bien que c'est un échange permanent entre des données, ma biologie, et à nouveau des données. Pour continuer avec l'exemple de la photo, imaginons ceci. Imaginons, je pars avec mon téléphone dans la nature. Je me place devant un paysage, dans une prairie, et je prends une photo que j'enregistre dans un cloud. Eh bien, ce cloud représente le champ unifié. Nous pouvons imaginer un cloud avec une capacité de stockage infinie que se partagent tous les téléphones de la planète. Le programme source, eh bien, c'est l'ensemble de tout ce qui est enregistré dans ce cloud, de toutes les photos. C'est de l'information. Alors bien sûr, il faut un logiciel, un système logique qui encode et qui décode la photo dans ce cloud. Si je prends une photo, ce logiciel va écrire en code binaire les informations dans le cloud, puis si je veux regarder cette photo sur l'écran de mon téléphone, le même logiciel va faire le processus inverse. Il va lire le code binaire et le transformer en image, en pixels. Eh bien, ce logiciel est comparable à notre système biologique. Il décode et encode au travers de nos gènes une image qui est stockée dans le programme source. Il faut imaginer que ce logiciel de l'appareil, du téléphone, peut enregistrer énormément d'informations. Imaginons qu'il puisse enregistrer la lumière, les couleurs, mais aussi les odeurs, les sons, la chaleur, les émotions, les sentiments et les ressentis, nos impressions, les sensations, notre énergie, notre imagination, nos rêves, c'est-à-dire qu'il puisse encoder l'environnement matériel, mais aussi l'environnement psychique et neuronal. Alors, allons un petit peu plus loin. Je prends une photo de cette prairie avec une sensibilité personnelle plus axée sur les fleurs et l'espace. Puis, quelqu'un d'autre prend la même photo et change de cadre pour prendre aussi la maison qui est juste à côté dans la prairie. Une autre personne prend cette photo mais face au soleil. Et puis une autre va prendre un détail particulier ou bien prendre cette photo la nuit. Eh bien, l'état quantique, c'est la superposition de toutes ces photos à la fois. C'est une seule image et c'est cela qui va générer le champ unifié. La boîte photo, c'est-à-dire
toutes les photos séparées les unes des autres, c'est le programme source. Et l'album photo, c'est-à-dire seulement quelques photos qui sont rangées dans un ordre chronologique, eh bien, c'est notre réalité. Des photos que notre conscience développe en y ajoutant la notion de temps, de la causalité, de la chronologie, une compilation de toutes les informations qui ont été enregistrées dans ce fichier. Cette chronologie organise ces photos en pellicules, une organisation qui nous permet tout simplement de vivre l'un des films d'une réalité. Alors me voilà ici, présent, dans le temps, en train de vivre ma réalité. C'est-à-dire que je vis le déroulement d'une pellicule d'images prises au programme source que mon psychisme développe dans ce temps et, bien évidemment, au travers de mon ADN. Voici le lieu de contact subtil entre le corps et l'esprit. Alors changer de réalité revient donc à modifier des images de cette pellicule. Et ce qu'il y a d'important, je dirais, ce qu'il y a de plus important, c'est qu'au travers de l'inconscient neutre, connecté au champ unifié, nous nous débarrassons du temps. Il n'y a plus de temps. Il est donc possible de créer des images ailleurs qui correspondent à notre temps futur, ou même de modifier des images qui appartiennent à notre temps passé. Cela a pour action de modifier l'image holographique du champ unifié à laquelle nous allons nous reconnecter à nouveau grâce à notre système biologique. J'en conclus donc que nous voyageons dans le temps. Cela en empruntant la voie de l'inconscient neutre. Nous modifions notre réalité en changeant des éléments de certaines photos, en appliquant ces changements dans le temps. Mais surtout, nous modifions bien évidemment l'inconscient collectif. Nous changeons une part de la vérité, nous changeons le programme source. Dans le prochain épisode, je vous parlerai à ce sujet des OPART, qui signifie Out of Place Artefact, dont la traduction française est objet qui est hors contexte. Il s'agit d'objets trouvés sur notre planète qui n'ont absolument rien à faire ici. Tout simplement car leur présence est totalement impossible d'après ce que l'on connaît de l'histoire de l'humanité dans le temps. Ces découvertes sont réellement la preuve que des modifications quantiques à grande échelle temporelle ont déjà eu lieu ou vont avoir lieu. Revenons-en à l'épigénétique. Alors si je me relaxe tous les jours avec des pensées positives, eh bien je vais activer certains marqueurs génétiques de mon ADN. Cela va entraîner des changements visibles à plusieurs niveaux et très rapidement. Par exemple, au niveau corporel, eh bien, je vais avoir moins de tension musculaire, moins de douleur. Au niveau psychique, mes idées vont être plus claires, je vais me sentir plus zen, plus détendu. Au niveau social, mes relations vont être beaucoup plus empathiques, beaucoup plus conviviales, moins agressives. Au niveau professionnel aussi, je vais avoir plus de performance, plus de réactivité, je vais avoir plus de facilité à me concentrer. Il faut savoir par exemple que si vous vous énervez pendant 10 minutes, ce qui est assez facile dans une journée, s'énerver 10 minutes, eh bien, si vous vous énervez même dans une colère plutôt moyenne, par exemple au travail, à la maison ou envers vous-même lorsque vous faites une tâche ménagère ou si vous êtes en retard à un rendez-vous, eh bien vous allez sécréter immédiatement du cortisol, le cortisol qui est produit par les glandes surrénales. Eh bien c'est le fait tout simplement de stimuler l'hypophyse qui va commander cette sécrétion de cortisol. Ce cortisol va circuler immédiatement dans le sang et votre tension va augmenter. Votre rythme cardiaque va accélérer et vous allez commencer à dire des gros mots ou à vous énerver contre vous-même. Eh bien ce cortisol, écoutez bien, il va mettre à peu près 5 heures pour disparaître totalement de votre organisme. Et durant ces 5 heures, votre système immunitaire va énormément chuter. Votre cycle biologique naturel de 24 heures va être totalement déstabilisé
pouvant même vous projeter dans un état de déprime. Ce qui est incroyable est que notre environnement, dès notre naissance, agit sur certains marqueurs épigénétiques qui ont une incidence sur la régulation de l'activité du gène contrôlant le cortisol. Mais aussi, au plus vous allez être énervé, au plus vous vous stressez, au plus vous allez produire du cortisol, même en l'absence d'éléments perturbateurs. En fait, vous allez vivre dans un état de stress permanent. Et pendant que votre système biologique tente de contrôler tout ça, eh bien, vous manquez d'énergie psychique, vous manquez d'énergie physique, et bien évidemment, votre corps devient hors contrôle. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, dans la première phase de la thérapie, j'invite très rapidement le patient à modifier certaines choses de sa vie, de son quotidien, de ses habitudes. Je l'habitue à devenir l'observateur de lui-même, à devenir le grand observateur. Le but étant, rappelez-vous, de diminuer l'activité des censures psychiques, mais aussi et surtout d'entraîner le système biologique à travailler librement avec cet appareil psychique. Ils doivent travailler main dans la main. C'est votre conscience qui agit sur votre corps, qui le pilote. Je l'ai dit dans le premier épisode, vous êtes responsable de votre corps, de son fonctionnement et bien évidemment de son organisation. Les mécanismes épigénétiques agissent comme des médiateurs entre le stress et la santé humaine, c'est-à-dire que notre environnement a une influence sur notre état de santé physique. L'exposition au stress psychologique induit des marques épigénétiques associées à des risques accrus de maladies chroniques, comme par exemple le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, l'arthrite rhumatoïde, la maladie d'Alzheimer, l'asthme, la maladie de Crohn, certains cancers, la sclérose en plaques ou la fibromyalgie. Des altérations épigénétiques sont fréquemment observées dans les cellules cancéreuses. Elles peuvent entraîner une régulation anormale de la croissance cellulaire et de la mort cellulaire, contribuant au développement des cancers. Une récente étude, menée dans le cadre d'une collaboration impliquant notamment le CNRS et l'Université Paris Diderot, explore l'influence de la gestion du stress par la pratique méditative sur l'épigénome humain. Les résultats publiés dans la revue Brain montrent qu'une journée de méditation intensive suffit à modifier les profils épigénétiques. Dans un article du CNRS de 2020, il est expliqué que l'exposition au stress psychologique est associée à divers effets épigénétiques, par exemple une accélération du vieillissement épigénétique de l'individu. De plus, une exposition à des environnements stressants en début de vie peut induire une marque de méthylation spécifique causant une hyperactivité persistante de l'axe HPA, un régulateur clé de la réponse au stress. Ces effets épigénétiques sont potentiellement impliqués dans les risques accrus de psychopathologie et de maladies chroniques observées chez les individus ayant été exposés à des stress de vie importants. D'autres études démontrent qu'une meilleure hygiène de vie, des changements dans certaines habitudes et de la pratique de la méditation ont une influence rapide sur une soixantaine de sites de méthylation épigénétique qui améliorent le métabolisme et le vieillissement cellulaire. Nous avons vu dans le deuxième épisode que les 5 personnes les plus proches qui nous entourent représentent notre moyenne de vie et nous comprenons mieux ici pourquoi. Ce qui modifie nos gènes modifie notre environnement réciproquement. C'est comme un jeu de miroir où notre ADN se reflète dans notre monde extérieur et vice-versa. C'est donc notre organisation atomique épigénétique qui se matérialise dans notre vie. Dans l'exemple du DVD, l'histoire que vit l'acteur dans le film est le résultat du code inscrit sur le DVD. Ce mécanisme agit dès le début de notre existence. En effet, l'épigénétique intervient pendant le développement embryonnaire en régulant l'activation ou la désactivation de certains gènes, contribuant à la spécialisation des cellules et à la formation de différents tissus et organes. Le code épigénétique est modifiable tout au long de notre vie.
Et c'est au travers du champ unifié que nous pouvons le modifier afin de programmer notre nouvelle réalité. Rachel Yehuda, professeure de psychiatrie et de neurosciences américaines, a étudié des survivants de la Shoah et leurs descendants. Elle a constaté des modifications communes visibles sur certains de leurs gènes. Elle a observé que ces modifications épigénétiques se manifestaient par des angoisses nocturnes ou bien des sentiments que quelque chose d'horrible allait leur arriver, c'est-à-dire des comportements psychiques communs, alors qu'ils sont de générations totalement différentes et qui n'ont pas eu ni la même vie, ni les mêmes traumatismes. Donc ce qui agit sur nos gènes est lié à notre environnement, mais aussi à nos expériences vécues, nous l'avons vu précédemment, aux éléments qui passent par notre psychisme et bien sûr aussi ce qui est transmis par nos ascendants, sur nos ascendants et sur plusieurs générations. L'épigénétique date de 1940, mais Freud en parle quelque part, dans le texte inachevé qu'il écrit de l'Esquisse. Freud s'intéresse au fait que les éléments psychiques provenant d'expériences avec le monde extérieur et l'environnement inscrivent des informations plus ou moins permanentes dans notre système nerveux. Freud voulait réunir dans cette étude la physiologie et la psychologie. Il avait compris l'existence d'une plasticité dans les mécanismes de l'apprentissage et la mémoire liés à notre fonctionnement biologique. Freud était bien évidemment limité par les moyens scientifiques de son époque et du reste, en 1920, il écrit ceci, je cite « Les défauts de notre description disparaîtraient probablement si nous avions la possibilité de remplacer les mots de la psychologie par ceux de la physiologie ou de la chimie. Nous ne pouvons deviner les réponses qui viendront à la physiologie et à la chimie dans quelques douzaines d'années. Il se pourrait qu'elles fassent exploser la totalité de la structure artificielle de nos hypothèses. Eh bien, en effet, quelques douzaines d'années plus tard, la révolution épigénétique est bien en route. Et elle nous dévoile ce que Freud pressentait. Notre système biologique est comme la bande magnétique d'une cassette audio, notre ADN. Et notre appareil psychique modifie certaines parties des pistes de cette bande audio. L'ADN, qui est au cœur de nos cellules dans le noyau, est un héritage génétique provenant à 50% du père et à 50% de la mère. Cet ADN, acide désoxyribonucléique, est une molécule très longue, composée d'une succession de nucléotides accrochés les uns aux autres par des liaisons. Il existe 4 nucléotides différents, l'adénosine, la cytidine, la guanosine et la thymidine, dont l'ordre d'enchaînement est très précis et correspond à l'information génétique. Dans cet ADN, nous y trouvons principalement des codes immodifiables, dits gènes. Cet ADN est porteur de milliers de gènes sous la forme de successions de nucléotides. Le code génétique permet d'associer chaque triplet de base à un acide aminé particulier. Chez l'homme, on estime le nombre de gènes codants pour des protéines à 40 000. Mais il y a un paramètre biologique qui peut modifier cet ADN, du moins qui peut en modifier l'expression. C'est l'épigénétique. Ok, alors nous allons voir comment cela se passe-t-il concrètement d'un point de vue biologique. Alors, je ne suis pas biologiste, on ne va pas faire un cours de bio, loin de là, mais je pense qu'il est important de voir quelques concepts, 3-4 concepts, qui vont nous montrer les mécanismes liés à cette épigénétique. Tout d'abord, je vais vous parler de la méthylation de l'ADN. La méthylation
est un processus épigénétique très courant dans lequel des groupes méthyl, alors un groupe méthyle, c'est tout simplement un atome de carbone qui est lié à 3 atomes d'hydrogène. Eh bien, ces groupes sont ajoutés à la séquence d'ADN. Ces groupes méthyl passent d'une molécule à une autre, modifiant ainsi son activité. C'est comme si ce groupe méthyle venait appuyer sur des interrupteurs pour allumer des lumières dans notre ADN. Et à l'inverse, s'ils viennent éteindre ces interrupteurs, donc ces lumières, il y aura déméthylation. Par exemple, les expériences émotionnelles et environnementales, ce que l'on vit, peuvent influencer la méthylation de certains gènes qui sont impliqués dans la régulation du stress ou des émotions. Ensuite, il y a les histones et l'acétylation. Alors les histones, ce sont des protéines autour desquelles l'ADN va venir s'enrouler. Des groupes acétyl, un autre composé chimique, modifient ces histones par acétylation. Cela influence tout simplement l'accessibilité de l'ADN au processus de transcription. Ces modifications peuvent être influencées par des facteurs environnementaux et peuvent jouer un rôle dans la régulation génétique liée à l'état psychologique. Puis aussi, nous avons la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire que l'épigénétique peut également influencer la transmission des caractéristiques génétiques d'une génération à une autre génération. Des études suggèrent que des expériences vécues peuvent affecter l'épigénome et être transmises aux générations suivantes, ce qui peut avoir bien sûr des implications pour des prédispositions aux troubles mentaux. C'est un petit peu quand on vous dit « Ah, c'est génétique ». Non, ce n'est pas génétique, c'est épigénétique, c'est transmis à travers l'épigénétique. Alors l'épigénétique s'articule aussi autour de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à changer en réponse à une expérience. Cela peut avoir des implications importantes pour la compréhension des mécanismes qui sont sous-jacents au changement dans la cognition, dans la mémoire, dans les troubles neurologiques ou même les troubles psychiatriques. En résumé, on va s'arrêter là pour les exemples biologiques. L'épigénétique explore comment les expériences et l'environnement peuvent influencer l'expression génétique, affectant ainsi le développement et le fonctionnement du cerveau et pouvant bien sûr contribuer à la compréhension des troubles psychologiques et des différences individuelles. Qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres? C'est un domaine de recherche en constante évolution qui offre des perspectives nouvelles sur la manière dont les gènes et l'environnement interagissent pour influencer la santé mentale et le comportement. La mécanique biologique qui organise l'épigénétique est construite à l'échelle subatomique, infiniment petite, car les protéines qui agissent sur l'ADN sont constituées d'atomes, tout comme cet ADN. Nous l'avons vu, lors de la méditation, nous accédons à cet inconscient neutre qui est connecté au champ unifié. Nous sommes aussi connectés à l'inconscient collectif, aux archétypes à travers ce champ unifié, c'est le code source du programme. En fait, nous nageons dans ce code source infini. Nous en décodons une partie infime à travers notre appareil psychique. Et cela organise notre vie, notre réalité dans le temps. Puis cette vie va rester en contact avec ce code en le modifiant jour après jour. Le champ unifié, au travers ce programme, est tout autour de nous, mais aussi en nous. Rien ne nous sépare de lui, à part une perception physique que nous matérialisons à travers notre corps et une partie de notre psychisme. Rappelez-vous, le deuxième moi, cette partie dont nous devons nous séparer définitivement. Nous sommes ce champ vibratoire quand notre corps, nos atomes, vibrent à la même fréquence que notre esprit. Et notre pouvoir pour atteindre cette énergie vibratoire, c'est notre conscience
qui l'organise. Si votre environnement, vos émotions, vos traumatismes et ceux de vos ancêtres vivent en vous, se sont inscrits en vous dans ce code génétique, il est possible de les effacer aussi facilement qu'ils se sont inscrits en vous, de les modifier, d'en écrire une version, mais une version qui vous convient. Comme il a été expliqué précédemment, si vous changez ce code biologique, vous changez votre film, vous changez votre réalité. La thérapie d'analyse quantique comporte donc cette troisième phase très importante. Après l'analyse psychologique dans un premier temps, puis la méditation afin d'accéder à l'inconscient neutre et reprogrammer le code, dans cette troisième phase, nous connectons ce code à notre système biologique afin qu'il agisse comme une onde amplifiée dans le monde extérieur. Il s'agit ici de la phase où nous appuyons sur la touche lecture. Notre existence individuelle, l'aventure que nous vivons, est une part du champ unifié. Notre psychisme en décode le programme grâce à notre interface neuronale et développe le film de notre vie dans le temps. Notre système biologique communique avec le champ unifié grâce à l'énergie de l'atome, cet atome que nous pouvons concevoir aujourd'hui, non pas comme un modèle standard où les particules sont en mouvement autour d'un noyau, mais comme une répartition d'ondes dans l'espace. Les éléments physiques qui créent notre monde ne sont pas isolés, mais sont liés par ce champ infini d'énergie auquel notre psychisme est en contact dans cette zone de l'inconscient neutre. Ce champ unifié est donc en contact avec la matière, nos cellules, notre ADN et notre psychisme. Il est un océan infini dans lequel nous nageons sans fin, un océan d'énergie et de connaissances que nous construisons toutes et tous à chaque instant. Nous sommes donc tous connectés entre nous, connectés au monde du vivant et de la matière par un espace intemporel qui définit notre réalité et que nous pouvons modifier. Dans le prochain épisode, nous allons voyager au cœur du champ quantique. Si l'inconscient, tout comme le champ unifié, est intemporel, se connecter à notre inconscient neutre équivaut à quitter notre espace-temps. Pour Shakespeare, le monde dans lequel nous vivons est un théâtre. Chaque scène est un fragment d'information qu'il faut remettre dans l'ordre afin de vivre une histoire. C'est l'interaction entre ces scènes qui crée le temps et l'espace. Et la gravitation est l'effet du jeu entre les comédiens agissant sur le psychisme du public. Si les comédiens disparaissent, c'est l'histoire qui disparaît, tout comme chaque personne du public. Et le projecteur qui éclaire la scène n'a donc plus de raison d'exister.